Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Taxi Presse de ce mercredi, c'est avec Tchakala Alirou, le patron de l'hebdomadaire Courrier de la République, Olivier Adja, le patron de l'agence de presse Afripresse, et Isidore Akolor, le patron de l'hebdomadaire Actu Express. Ensemble avec eux, nous analyserons et commenterons l'actualité socio-politique de notre pays. Le bout du tunnel semble toujours bouché. La perspective d'une résolution du problème togolais semble difficile à cerner encore aujourd'hui. Avec mes confrères, nous reviendrons sur le sujet, sur bien d'autres de l'actualité socio-politique de notre pays et de l'Afrique, pourquoi pas. Juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Le confrère Forum de la semaine évoque l'appui budgétaire, un appui budgétaire de 40 millions de dollars pour le Togo. Enfin, l'interrogation est à découvrir dans le journal, c'est par rapport donc à la Banque mondiale. Le représentant au Togo s'est entretenu avec le chef de l'État hier. Le journal revient donc sur le sujet. Et un autre entretien, cette fois avec M. Christian Adoveland, le président de la BOAD. La banque, la BOAD vient de franchir la barre des 5 000 milliards de francs CFA de financement au profit des pays de l'UEMOA. Vous lirez l'article ou l'entretien dans le journal. Le journal qui parle également de la justice avec les magistrats qui veulent maîtriser toutes les règles de la régulation et de la passation des marchés publics. On lira l'article dans le quotidien Liberté, non, Forum de la semaine, excusez-moi. Liberté maintenant. Le pouvoir Faure Gnassingbé bascule dans la paranoïa. La PED propose une transition et réitère la formule en aucun cas. Vous lirez l'article à la page 3 ainsi qu'à la page 4. Décoration d'ici et d'ailleurs. Le mérite et la vertu primés en France. Le crime et le vice récompensé sous Faure Gnassingbé. Le confrère revient sur le sujet. Et puis, c'est quand un an de gouvernance et le régime continue d'offrir des forages aux populations, relève le confrère Liberté. Togo Matin qui parle de l'opposition avec les meetings de la C14, une guerre de positionnement sous le couvert d'une stratégie de remobilisation, écrit le journal. Coopération Togo-Banque mondiale, un appui budgétaire de 20 milliards de francs CFA en perspective, écrit notre confrère. Le journal qui s'interroge dans son éditorial sur l'identité même de l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition démocratique ? Eh bien, vous lirez l'article dans le journal Togo Matin. Le bi-hebdomadaire Le Libéral, l'éditorial Bourbier libyen, la France et le service après-vente, le confrère en parle, et puis il revient sur ces criminels, ces malfrats dans les bails de la gendarmerie nationale, la gendarmerie qui a mis quand même la main sur 7 malfrats, vous lirez l'article à la page 5, et puis l'Assemblée nationale a rendu les derniers hommages à El Hadj Brim Bouraïma Diabakté. Vous lirez l'article dans le bi-hebdomadaire Le Libéral. Il y a l'hebdomadaire Fraternité qui parle de opposition au 4e mandat de Faure et la question de la transition. Zeus Ajavon, Jovi Gali et Jean Degli en rajoutent une couche et s'exclame donc notre confrère. Le budget 2018 est revu à la baisse. La responsabilité à ceux qui ont bloqué le dialogue politique, écrit notre confrère. Le journal qui parle également du boulevard des armées. À quand la fin du calvaire ? L'interrogation à découvrir donc dans le journal. Et puis l'olympisme togolais. Plus de suspension sur Dogbo, Ramanou et Tassimili. Et suite, finalement. Écoutez, vous lirez l'article dans l'hebdomadaire Fraternité. La manchette. Conférence de presse de la PED, méthode de voyou et gangstérisme d'État qui pourra changer la nature pécheresse de ces hommes, se demande notre confrère La Manchette qui ne va pas de la cuillère. Et vous lirez l'article à la page 2. 26 mai 2010, 26 mai 2018, ça fait 8 ans. Accord RPT-UFC, lassitude, déception, regret, grincement de dents. L'article est à découvrir donc à la page 3 du journal avec l'interview hommage de Bouraïma Diabakté
si l'on va au référendum, ils nous serviront ce qu'ils veulent, avait-il dit au mois de novembre passé. Le confrère, donc, pour lui rendre hommage, ressuscite l'interview. Vous lirez l'interview à la page 4 ainsi qu'à la page 6. Le dialogue avec l'ouverture des travaux des sessions ministérielles ACPUE à Lomé. Le ministre Doucet invite les États ACP à aborder les négociations avec l'Union européenne en tant que pôle de responsabilité collective. Vous lirez l'article dans le journal. Et 4e réunion ministérielle du groupe de travail ministériel sur l'opérationnalisation du MUTA à Lomé. Fort Gnassingbé a pris part aux travaux, le confrère revient là-dessus. Et parle également de la C14. Dans ses contradictions, Mme Brigitte Adjamago-Johnson prend en aversion la facilitation de la CEDEAO, écrit le journal Le Dialogue ce matin. Et le dernier journal avec nous ici, c'est la Dépêche. La Dépêche qui parle de la crise togolaise aussi en lieu et place du dialogue. UNIR et la coalition mobilisent leurs troupes dans les rues de Lomé, écrit notre confrère. Le confrère justement qui parle du dialogue, le dialogue bétonné finalement. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis l'ANPC qui sensibilise médias et chefs traditionnels sur ses objectifs, ses missions et ses activités. Vous lirez l'article dans le journal La Dépêche. Alors, dans les kiosques ce matin, outre La Dépêche, vous avez le dialogue. Il y a aussi la manchette. Fraternité aussi dans les kiosques ce matin, le bi-hebdomadaire Le Libéral. Vous avez le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté et le quotidien Forum de la semaine. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères Isidore Akolo. Bonjour Isidore. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Pas mal. Très bien. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs et sans oublier les auditeurs bien sûr. Oui, bien sûr, ils sont là-dedans. De toute façon, ils sont à bord de notre sympathique taxi. Bonjour GCE Tchakala. Oui, bonjour Saint-Éric, bonjour à tous les GCE et je souhaite une bonne poursuite de carême à tous les frères et sœurs musulmans. Ça va quand même? Oui, un peu enrhumé, une grippe qui m'embête, mais ça va aller, ça va aller. Bon, ça doit pouvoir aller forcément. Très bien. Je voudrais que nous commençons quand même l'émission de ce matin en évoquant l'accord RPT-UFC. Ça fait quand même 8 ans que cet accord a été signé. Quand on interroge les proches de Gilles-Christ Olympio, ils continuent à dire que l'accord est toujours en cours. Sauf que récemment, le patron, Gilles-Christ lui-même, dans une de ses sorties, a exprimé cette forme de regret sur lequel revient ce matin le confrère La Manchette. Aujourd'hui, c'est vrai, le 30, l'accord a été conclu le 26 mai 2010, au lendemain du scrutin présidentiel de 2010. Aujourd'hui, quand vous jetez un regard sur ce qui avait été dit, Isidore, on pourra parler franchement de regret quand on est du côté de l'Union des forces de changement. Mais il ne faut que s'en mordre les doigts. Nous avons eu l'opportunité de leur dire ça, mais rien n'y fit. Chaque fois, je cite Isaac Chakpe, qui me faisait comprendre que c'était une aventure de Boy Scout que les autres menaient et finiront par rejoindre le rang de ceux qui ont signé l'accord. C'était un accord de dupes. Et il n'y a rien de nouveau dans cet accord. J'ai eu l'opportunité de parler même à leur président, Gilles-Christ Olympio. Mais tous ceux qui s'agglutinent aujourd'hui autour de cet accord, c'est ceux qui l'ont poussé vers là. Elliot Ohin et consorts. Donc, ils ne peuvent que... Vous avez vu, on a dénoncé l'accord. Le Gilles-Christ Olympio, après des années, il s'est rendu compte de la traîtrise. Il a dénoncé l'accord. Mais ces lieutenants sont encore au gouvernement. Et je serai à la place de André Johnson, il est le seul aujourd'hui. Bon, enfin, Elliot Ohin aussi, il est ministre, mais sans portefeuille. Oui, sans portefeuille. Ils sont 3, je crois bien. Il y a un autre aussi. Non, c'est fini. C'est les 2. Bon, oui. Moi, je m'intéresse tellement à ces histoires que je ne sais plus qui sont toujours à la mangeoire ou pas. Et la fois dernière, ils ont essayé de récupérer.
J.K. Olympio, il a fait faux bond. Oui. Vous vous souvenez, Pour une pour conférence, une conférence de presse, il leur a fait faux bond. C'était à cette occasion qu'il allait dire que non, l'accord existe toujours, mais il a déjoué leur manigance. Il semble qu'il y a aussi plusieurs camps autour de Gilles-Christ Olympio qui s'affrontent. Ça n'a jamais manqué. Un petit peu comme sur la cour du roi, où il y a beaucoup de courtisans, chacun... Ça n'a jamais manqué, sans oublier les jumeaux là. L'un était les Romao, oui. C'était tous ceux-là qui se présumaient les amis de J.K. Olympio. Ago, vous vous souvenez, c'est eux qui ont foutu la merde et ont poussé J.K. Olympio à aller dans cet accord qui n'a rien donné. Et sa cote de popularité a chuté. Et aujourd'hui, il ne peut que s'en mordre les doigts. C'est une aventure périlleuse finalement pour l'UFC, Olivier? Non, au départ, ce n'était pas une aventure périlleuse. Et quand on vous fait l'historique même de cet accord, et ceux qui l'ont dénoncé au lendemain de sa signature étaient ceux qui ont présidé, qui ont dirigé le processus donc, de l'accord et même qui ont discuté du contenu de l'accord. Donc, je crois que il semble que ça n'a rien de mauvais. C'est-à-dire qu'on a conduit le processus, mais à la fin, il y a des détails sur lesquels on n'était pas d'accord et on ne voulait pas signer. Mais non, après, c'est normal. C'est-à-dire qu'à la fin, s'il y a des détails, il y a des incompréhensions. Mais ces personnes n'ont pas eu le courage de dire publiquement que ce sont eux qui ont débuté le processus. Ce sont eux-mêmes qui ont conduit J.K. Olympio à s'engager dans cet accord. Maintenant, à la fin, le gars a compris la nécessité d'aller vers un apaisement parce que pendant longtemps, nous, en tant que journalistes, on disait que le problème togolais, c'est la famille Gnassingbé et les Olympios. Donc, je crois que c'était un accord qui, en tout cas, dans lequel ils croyaient, en fait. Et à la fin, peut-être que l'application des clauses et des conditions, ou du moins des recommandations, n'ont pas suivi réellement. Parce que quand on prend donc le partage du pouvoir, ça n'a pas été effectif dans l'application de cet accord. Il y a certaines choses qui n'ont pas été donc appliquées, si bien que ça a véritablement donné raison à ceux-là qui dénonçaient cet accord. Sinon, moi, j'ai toujours été de ceux qui avaient dit que pour aider J.K. Olympio à faire bonne figure, ses partenaires auraient pu donc accompagner ou voilà donc donner une existence plus sérieuse donc aux recommandations, aux engagements qu'ils avaient pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir n'a pas facilité la tâche à J.K. Olympio. Ils n'ont pas facilité la tâche à J.K. Olympio. Ils ont compliqué la situation et ils ont réussi finalement à l'éloigner catégoriquement. Moi, je ne dirais pas que c'était l'objectif de l'accord. L'objectif de l'accord, ce n'était pas de le fragiliser ni de l'éloigner. Et c'était plutôt de donner une chance à la paix, ou du moins à une sortie de crise pacifique au Togo. Et je crois que dans l'application, ça n'a pas vraiment été le cas. Et il faut faire peut-être le bilan de cet accord et voir là où ça n'a pas marché. Et si les partenaires de l'UFC sont de bonne foi, ils doivent pouvoir remettre donc cet accord au goût du jour pour pouvoir appliquer tout ce qui a été dit. Alors, on verra comment cela va se faire. Mais quelle est votre analyse par rapport à ça, Tchakala? Oui, mais c'est la fourberie, c'est le manque de sincérité, comme d'ailleurs dans tous les accords que certains partis au Togo ont eu à signer. Surtout quand ces accords-là engagent le parti au pouvoir. Ils n'ont jamais eu cette chance-là de prospérer, d'aboutir à ce qui a été signé blanc sur noir. Donc, je me dis que nous sommes dans la continuité de cette diversion où on estime que c'est tel parti qui donne des insomnies, il faut tout faire pour l'avoir avec soi, et quand on aura fini, bon, on le jette comme une orange vidée de son jus.
Ça ne m'étonne pas. Nous étions de ceux-là qui avions eu à quand même dénoncer cet accord parce que il y avait l'accord politique global qui était là, qu'on a mis au frais, et certains esprits ont estimé qu'il faut encore tisser un autre accord avec un autre parti en laissant l'accord fondateur du renouveau togolais. Là, ça veut dire qu'on est en train de se dédouaner d'une situation qui devrait engager et qui devrait sortir le pays. Donc, c'est cette façon... Ça renseignait dès le début que le pouvoir de Faure Gnassingbé ne voulait pas respecter l'accord politique global. Absolument, c'est clair. C'était pour porter l'estocade fatale à l'accord politique global qu'on a estimé qu'il faut signer un accord avec un autre parti. Sinon, ça ne s'imposait pas. L'accord politique global, l'UFC était partie prenante. Ils ont signé cet accord. Ils ont même pris part aux législatives qui ont suivi. Oui. Maintenant, comme par extraordinaire, on estime que non, mais il faut sceller l'accord des braves. Bon, vous voyez où on en est. C'est une façon de retarder toutes les fois les échéances. Quand on veut voir le bout du tunnel, on trouve des subterfuges pour peut-être bloquer une situation et engager une autre donne. Donc c'est ça. Et moi je dis que si peut-être l'UFC a été sincère, mais il y a une grande naïveté qui a entaché ça. Parce qu'il faut voir de par le passé, quels sont les accords qu'on n'a pas signés. Autour de Gilles Christ Olympio, aujourd'hui, il y en a qui sont quand même déçus. D'ailleurs, ça a été l'un des mobiles pour lesquels certains ont encore quitté le parti, ou certains ont quitté volontairement, d'autres exclus, comme Jimon Oré, par exemple, ou Rabia Nicodème, qui n'était pas quand même satisfait des résultats après la signature de cet accord. Mais il y en a autour du président fondateur du parti qui tiennent les câbles. Non, président fondateur. Non, l'un des présidents fondateurs. Non, mais bon, d'accord. De toute façon, Gilles Christ Olympio est le président de l'Union des Forces de Changement. Mais pourquoi il tient les câbles? Pour le ventre, c'est tout. Non, mais on va pas tout redire au ventre. Non, on va pas tout redire au ventre. Mais qu'ils nous disent aujourd'hui. On est dans une bataille politique, de toute façon. On parle politique. Moi, j'assume ce que je dis. Oui, pour le ventre. Sinon, qu'il décline depuis cet accord, depuis la signature de cet accord-là, qu'est-ce qu'on a pu réaliser en faveur du peuple, en faveur même du bien-être. On a parlé des réformes. Oui. Ceux qui s'accrochent encore à cet accord-là, c'est ces messieurs-là qui ont à un moment trouvé leur part du gâteau et qui sont en train d'en jouir. Il ne faudrait pas qu'on se voie la face, c'est ça. D'autres, la plupart, le bon nombre, le plus grand nombre d'abord, ne se retrouvent plus dans cet accord parce que cet accord a été le plus grand fiasco qui soit. Quand on parle de réforme, est-ce que ça aboutit? Quand on parle du partage de pouvoir, qu'est-ce que... Mais en même temps, comment est-ce qu'on peut flouer tout un parti? Excusez-moi de maintenir le débat là-dessus, mais comment est-ce que le pouvoir en place peut flouer tout un parti et que personne ne s'est rendu compte à part Jean-Pierre Fabre? Non, excusez-moi, à part Jean-Pierre Fabre, Isabelle Amégavi et les autres, Georges Dawson, qui ont quitté le parti. Mais on avait parlé que les cadres du parti ont déserté les choses et il restait quoi? Une coquille vide. Mais ceux-là savent voir, savent flairer. Ils ont flairé, ils ont senti qu'il y aurait une mauvaise foi. Ils ont flairé, ils ont senti que les deux partis ne voient pas la chose sous le même angle. C'est pourquoi ils ont vidé le parti pour créer un autre. Et aujourd'hui, ceux-là qui ont été... ceux qui n'ont pas bien vu la chose, qui ne voyaient pas la chose plus que le bout de leur nez, ont dû peut-être payer cash cette naïveté. Donc, oui, on a floué, mais ceux-là qui ont ce sens de discernement, ceux-là qui savent anticiper par rapport à tout ce que antérieurement le RPT a causé, n'ont pas mordu à la maison. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, Isidore, excusez-moi, mais Olivier, cet accord, si il est à re-signer aujourd'hui, êtes-vous sûr que l'UFC fera la même chose? Certainement, mais pas dans les mêmes conditions. Peut-être avec plus de garanties. De garanties. Non, mais des garanties avaient été données. Oui, l'expérience faisant, je crois que moi j'ai été toujours pour cet accord. Pas parce que ça n'a pas été appliqué, ou bien c'est parce que c'est avec le RPT d'antan. Mais c'était une chance, en fait, au Togo de renouer avec la communauté internationale. On nous avait aussi informé à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, qu'à l'époque, autour du président Faure Gnassingbé, il y en a
qui ne voulaient pas de cet accord aussi. Oui, bien sûr. De toutes les façons, ça a été toujours comme ça. Hein, autour des présidents, autour des responsables, autour des leaders, les points de vue n'ont jamais été donc, les mêmes sur des questions d'importance. Et mon confrère dit que voilà, ceux-là qui sont partis ou bien qui ont dénoncé l'accord, voilà, ils savaient que ça allait être... Non, je crois que quand on prend le cas de Dimon Oré était pour l'accord. Dimon Oré accompagnait l'accord. Je me rappelle encore que Dimon Oré au gouvernement tirait à boulet rouge sur tous ceux qui dénonçaient l'accord. Mais Dimon Oré a claqué la porte de l'UFC, ou du moins ça a dénoncé après, tout simplement parce qu'il a perdu son fauteuil de ministre. Quand est-ce qu'il a quitté? Oui, au début, je parle du non, début. Je ne parle pas du début. De toutes les façons, on a parlé de Dimon Oré, l'exemple. Je vais seulement dire qu'autour du président de l'UFC, il y a certains qui dénoncent cet accord par opportunisme. Parce que, voilà, l'accord ne les bénéficiait pas ou ne continuait pas à les bénéficier. Certains l'ont dénoncé. Certains l'ont dénoncé au départ parce qu'ils estimaient que l'accord n'était pas bon. Donc, finalement, c'est un dans accord tous les de cas, vente à tous les niveaux, finalement. Absolument. Dans tous les cas, on ne peut jamais me dire que ceux qui ont quitté l'UFC aux premières heures de la signature de cet accord l'avaient dénoncé. Parce que ce sont eux qui ont construit l'accord. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on fait quelque chose et après quelques mois après on le dénonce. Ça, c'est passé. Aujourd'hui, on fait un peu le bilan. Je crois qu'autour de cet accord, il y a trop de mauvaise foi, aussi bien peut-être du camp présidentiel ou du camp gouvernemental que de l'UFC. Tous ceux qui dénoncent ne sont pas de bonne foi parce que tous ont contribué à signer. Qu'est-ce que l'UFC a fait là-dedans si l'accord n'a pas été appliqué à la lettre tel que dit? Écoutez, on va reprendre la question tout à l'heure. Nous allons marquer une pause publicitaire. Ça durera 45 secondes, on revient en studio. 93.1 Taxi FM. Vous écoutez Taxi FM. Il est 11h30. Tout de suite, la pub. Désormais, épargner devient plus simple avec Coris Banque International. Profitez des conditions exceptionnelles et souples. Optimisez votre épargne avec nos comptes épargne leader, Dada, Cadeau et bénéficiez des taux de rémunération attrayants et des possibilités de financement pour réaliser vos projets. D'autres avantages dont le SMS Banking, l'e-banking, les cartes bancaires et prépayés Coris Cash sont également disponibles dans toutes les agences de notre réseau. Rejoignez-nous à Coris Banque International et faisons la banque autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Presse. Retour en studio. Vous répondez à la question, je donne la parole à Olivier et à Isidore. Non, je crois que dès le début... Est-ce que c'est l'UFC qui n'est pas sincère dans cet accord ou c'est le parti au pouvoir? Non, bon, le problème de sincérité, je crois que ça peut se situer au niveau du camp qui normalement doit accompagner l'accord et c'était le RPT. D'accord? Vous savez même que j'ai eu des théories et qui font rire certainement, qui disaient que non, le RP n'était plus, donc l'accord n'engageait plus Est-ce que ça peut être un élément en réalité? Je ne sais pas, et juridiquement... Parce que l'accord engageait le RPT. Ouais, non, mais entre-temps, UNIR est venu en 2012. Oui, mais l'État, c'est une continuité aussi. L'État, c'est une continuité. Parce que cet accord engageait à quelque moment... Non, attendez. Fusion. Confusion. Non. Est-ce qu'en réalité, l'accord a été signé entre UFC et l'État togolais? Non, c'est-à-dire... C'est un accord entre deux partis politiques. Le parti au pouvoir. Et on parle essentiellement du pouvoir, puisque l'accord concernait le pouvoir et sa mise en... et son partage, en fait. Donc, c'est pourquoi moi, je dis que l'État, en réalité, c'est une continuité. Mais on a des camps qui estiment que, voilà, étant donné que le RPT n'est plus, l'accord n'a plus sa raison d'être. D'autres soutiennent que l'accord doit continuer. Voilà, mais moi, je dis essentiellement que les gens ont fragilisé cet accord et ceux qui ont fragilisé cet accord se trouvent dans les rangs de l'UFC, puisque c'était les pères, et si vous me permettez le mot, les mères de l'accord, qui ont fini par balancer le bébé entre les mains de ceux-là qui n'avaient pas conduit à... Bon, de toute façon, ils n'étaient plus en ce moment liés par quelque accord que ce soit. Comment est-ce qu'ils peuvent le fragiliser si les deux acteurs étaient d'accord au début? Ils peuvent conduire l'accord au bout. En tout cas, c'est l'analyse aussi de certaines personnes. Isidore, maintenant. Non, moi, je ne crois pas que ce soit
et Fabre et ses compagnies qui ont fragilisé l'accord. L'accord a commencé depuis Sant'Egidio. Et à tous ces travaux, Jésus-Christ a eu l'occasion de participer. Ne revenons plus sur ces histoires. Personne ne peut m'apprendre rien de cet accord. Mais je peux vous faire une révélation. Vous ne l'avez jamais écrit, c'est ça? Non, Personne ne l'a jamais écrit. Non, je ne l'ai jamais écrit. Je suis l'un des rares journalistes à être appelé 1 heure après la signature de cet accord. 1 heure après? 1 heure après. Et je l'ai lu, je l'ai parcouru de bout en bout. Première remarque que j'ai faite à Jésus-Christ, pourquoi c'est Solly Toki qui a signé l'accord? Pourquoi pas le président de la République, Faure Gnassingbé? Il est président de la République, justement. Il est toujours président du RPT, du parti. Parce que Solly Toki, à l'époque, était le secrétaire général. Était le secrétaire général. Dans ce cas, ce serait le secrétaire général de l'UFC qui devrait signer paralysie des formes. Première remarque. Deuxième remarque, il nous parlait de partage de pouvoir. Je dis que mais c'est du bluff. Je ne suis pas membre de l'UFC, mais je peux dire que je suis proche des idéaux de l'UFC à l'époque. Donc, j'étais pratiquement l'un des rares journalistes qui ont eu cette, comment dirais-je, pas pour privilège, peut-être privilège, mais ce courage de leur dire la vérité. Et j'étais fragilisé là-bas. Je ne vais pas citer. Vous avez été fragilisé? Ah oui, parce que d'autres... Vous étiez découragé? Non, d'autres m'ont dit que non. Ça, c'est que je vous ai cité. Je voulais parler des journalistes qui étaient présents. Vous avez été mis en minorité finalement? J'ai été mis en minorité et j'ai quitté. 8 ans après, je peux vous dire que ce que j'avais prédit est arrivé. Voilà la situation. Donc, c'était un accord de dupes. Auront le courage de le dire. Et Jésus-Christ s'est rendu compte finalement. C'est une preuve supplémentaire que le pouvoir n'a jamais tenu à ses engagements. Tchakala? Oui, forcément, c'est une autre façon très explicite qui nous pousse, qui nous convainc à dire aujourd'hui que quand il s'agit des réformes à opérer, on ne joue pas à franc jeu, on n'est pas sincère avec les engagements qu'on prend et on ne va pas lancer la... Oui, mais ça se joue à quel niveau? Parce qu'on a vu l'implication personnelle du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il est toujours impliqué, on l'a vu toujours avec Jésus-Christ Olympio à l'époque. Quand le moment du 27 avril arrive, le 26 avec Jésus-Christ Olympio, ils étaient au monument. Et voilà. Oui. C'était comme un couple. Oui, un couple. Et qui tirait les réels bénéfices? Qui tirait les réels bénéfices? C'est le pouvoir? Non, c'est le pouvoir. Avec cet accord-là, on le brandissait comme un trophée de guerre. Oui, nous avons réussi. L'opposant historique, c'est voilà, il est avec nous maintenant, tout ça là. Et la presse à l'époque, la presse critique a commencé à parler d'opposants préhistoriques, je me rappelle très bien. Oui, donc vous voyez, non? Donc qui a tiré les réels bénéfices de cet accord? C'est le pouvoir. Et vous savez, il y a chez moi un adage qui dit, mais quand celui-là qui refuse d'aller au champ un vendredi est obligé d'aller à un jour de Ramadan, de fête de Ramadan ou de Tabaski, on a remis à demain. La PG, on l'a sacrifié. Après tout, on se repliait derrière cet accord RPT-UFC qu'on n'a pas respecté, on n'a pas fait aboutir. Aujourd'hui, les mêmes choses nous rattrapent. Et ces mêmes choses, c'est quoi? C'est la réforme. Tant qu'on remettra toujours à demain, il ne faut pas se dire qu'on aura ce répit-là. On n'aura jamais ce répit. Il y avait aussi une comité de supervision qui avait été créée, présidée par Jésus-Christ Olympio. Donc vous voyez un peu, c'est de l'arnaque politique. Les gens ne sont pas sincères. Ils le font parce qu'à un moment, il faut le faire pour s'ouvrir certaines portes, pour s'ouvrir certains horizons. Mais ça s'arrête là. Ce que je voulais rajouter, je voulais ajouter juste une chose. Il devait avoir plus de portefeuilles, mais il n'y a pas de preneurs, il n'y a pas de gens de qualité. Et vous avez vu... Au niveau de l'UFC? Au niveau de l'UFC. Il devait avoir plus de portefeuilles que ça. Vous avez vu comment on est parti de ministre d'État et Affaires étrangères, redevenir, je ne sais quoi, ministre auprès du Premier ministre. Et sans portefeuille. Et sans portefeuille. Mais, diantre. Olivier. Non, mais il faut dire que je cherchais ça. L'année dernière, l'UFC avait fait le bilan de 7 ans. Donc, oui. et où il estimait que
Et l'accord a été à l'origine, sans contestation, de la décrispation et de l'atmosphère politique au Togo et de la relance économique et du retour du pays sur la scène internationale. Beaucoup ont dit que ce sont des mots. Non, ce sont que des phrases. L'histoire nous rattrape. Est-ce qu'il y a des crispations aujourd'hui? L'accord a participé, par exemple, au retour du Togo sur la scène internationale, parce que ça a permis... comme ce que Tchakala disait, on a présenté Jésus-Christ Olympio comme un trophée de guerre. Bon, je ne sais pas, puisque lui, il n'est pas un enfant pour être présenté comme un trophée de guerre, c'est une personne donc d'un certain âge. Donc, et je ne vais pas le présenter donc, comme ça, mais de toutes les façons, il a été de très bonne foi en signant cet accord. Ça, je le crois. Et peut-être que dans l'application... Il a plutôt été revanchard envers certaines personnes. Non, mais si on revient en arrière... Ne revenons pas en arrière, justement. Ces personnes ont contribué à la signature ou du moins à la réalisation de cet accord. Ça, ce n'est pas un secret. Donc, s'ils sont partis au lendemain... Ils ont participé aux discussions. Ils sont comptables de cet accord, de la réalisation de cet accord. Ça, c'est-à-dire, on ne va pas... L'histoire, c'est l'histoire. D'accord? Maintenant... C'est l'application qui a été problématique. Et je crois que ceux-là même qui sont au pouvoir peuvent reconnaître qu'ils n'ont pas aidé Gilles-Christ Olympio donc, à donner confiance au peuple et à montrer à ses détracteurs que vraiment ce qu'il avait décidé était la meilleure voie. Ça justifiait aussi justement la sortie de Gilles-Christ Olympio. Vous vous rappelez, il y a quelques mois où il avait conseillé à son jeune frère, presque son fils, de ne plus être candidat en 2020. Ça montrait cette lassitude, ce regret vis-à-vis d'un accord qui en réalité n'a pas été respecté à la lettre. Non, mais je crois que c'était même... On avait fait le débat là à l'époque. Oui, c'était même les motivations, les motifs de cet accord, c'était d'amener le Togo vers une alternance pacifique, un changement donc de président dans une atmosphère plus pacifique. Et Gilles-Christ Olympio y croyait. Et j'estime qu'il croit encore à cet idéal. Puisqu'il a dénoncé, mais à la fin, il a dit que en réalité, c'est par cette voie qu'on peut parvenir à une alternance, à un changement pacifique. Pourquoi est-ce que l'Union des forces de changement, depuis la signature de cet accord, a du mal à s'asseoir politiquement dans le pays? En fait, dernier tour de table, Tchakala. Non, mais en fait, c'est que... Le dégât aura été profond. Non, la déchirure est très profonde et puis tout s'est envolé par ici, par là. L'UFC n'est plus ce qu'il fut. Et vous savez, les gens n'ont plus espoir en quoi que ce soit. Et puis quand on s'approche du pouvoir, et certaines fois, ça te colle à la peau et tu ne peux pas t'en sortir. Parce que d'autres ont eu à essayer quand même ce rapprochement-là. Ils ne sont pas les tout premiers à avoir quand même tenté... C'est ce que l'opposition a toujours fait. Quand vous y allez, vous vous rapprochez du pouvoir pour pouvoir collaborer, pour pouvoir changer l'image du pays. On vous traite de vendus, de traîtres. Est-ce que ce n'est pas ça en réalité qui termine l'image de tous ceux qui s'approchent, même à 1 kilomètre du pouvoir? Non, les gens s'approchent de bonne foi, avec cette ferme volonté que les choses vont changer. Les choses vont aller dans le bon sens. Mais... à un moment, ils ne trouvent pas la main sincère à saisir. On fait semblant au tout début que non, on est partant par rapport à cette aventure, à cet essai qu'on veut enclencher. Mais on vous prend, vous lui donnez la main, il vous avale tout le bras, le pouvoir. Et c'est ça qui a fait que les gens ne se retrouvent pas parce qu'on claironne, on fait tout un tapage médiatique autour de la chose. Voilà, l'accord qui celle-ci, l'accord qui va changer la donne dans le pays. Mais... par après, quelque temps après, on constate un essoufflement, on constate que d'un autre côté, on n'est pas enclin à faire évoluer les choses dans le bon sens. Donc, il y a cette lassitude de la population qui ne voit pas tous les mirages qui lui ont été miroités. Donc, et après tout, c'est le désenchantement. Donc, au lieu d'en s'en prendre peut-être au parti au pouvoir, les gens préfèrent peut-être envoyer les flèches empoisonnées en direction du parti qui a encore essayé de se faire flouer. Parce que l'UFC n'a pas porté de gants avant d'aller à cette aventure. Quand vous voyez le cas, quand vous voyez l'UTD, quand vous voyez même la CDPA de Léopold Ninevi, ils ont essayé à un moment d'aller de bonne foi avec le pouvoir. Mais ça a fini comment? Par la fourberie, par la chose. Donc c'est ça qui a fait que l'UFC aussi est responsable de cette situation
Parce que sachant que ça serait cette issue-là qui les attendait. Est-ce que le parti de Jésus-Christ Olympia pourra se relever un jour, Isidore? Non, je ne le crois pas. Si lui-même il a jeté l'éponge, je ne pense qu'il, parmi eux, a du charisme aujourd'hui pour faire relever ce parti. C'est ça même qui a déchanté les militants qui sont allés à d'autres bords. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc, moi, c'est pas que nous sommes sceptiques. Hein. Seuls des accords sincères peuvent résoudre la crise togolaise. Mais il faut que ce soit dans des conditions. Et non pour, comment dirais-je, se venger d'une prise de position de certaines personnes. Pourquoi je dis cela? Il nous souvient qu'en 2005, et lors de la présidentielle, vous avez vu tout ce qu'il y avait eu autour de la candidature de l'UFC. Oui. Tout est né, la crise est née de là. Et Jésus-Christ qui ne pourra pas être candidat. Il ne pourra pas être candidat et n'a pas donné son onction non plus à Fabre. Oui, à Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre. Il a fallu que le dernier jour, il soit obligé d'y aller et on l'a hué à la plage. Oui. Donc, il voulait se venger. C'est là où on l'a poussé à aller signer l'accord pour donner l'impression que l'UFC peut fragiliser. Donc aujourd'hui, voilà, les résultats sont là. Vous ne pensez pas que l'UFC peut se relever? Non, ça c'est un parti. Mais il ne va pas s'asseoir éternellement quand même. Hein? C'est un parti politique. Je ne vois pas de substance encore dans ce parti politique. Bien. Je n'en vois pas. Olivier. Non, mais moi j'ai plutôt une appréciation contraire, totalement opposée à celle de mon confrère. C'est que la politique, d'abord, c'est le champ des surprises, des grandes surprises. Hein? On n'est jamais mort en politique, sauf si on ne sait pas rebondir. Donc, je crois que l'UFC, si elle sait vraiment rebondir, elle va rebondir. Que peut-elle vendre encore aujourd'hui à l'opinion pour rebondir? Mais qu'est-ce que les autres vendent pour se faire entendre? C'est le populisme, c'est le radicalisme. C'est une posture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque l'Union des forces de changement se mettra à être. Dans cette posture qu'elle a toujours cultivée. Oui. C'est dans son ADN en fait. Elle a abandonné ça parce qu'elle a compris que il faut évoluer. Hein, donc, dès qu'elle reprendra ce manteau, je crois que ça va marcher. Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas ce qui peut sauver le Togo. Ce n'est pas les postures populistes ni de radicalisme, d'accord, qui peut sauver le Togo. Ce parti l'a compris. Et aujourd'hui, ça le coûte plutôt, ça doit lui coûter. Mais moi, j'ai toujours dit que l'UFC est un grand parti. C'est l'un des partis qui est implanté de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, qui a des fédérations, qui a inspiré cela. Tous les partis, finalement, sont implantés. Je veux dire que c'est l'un des premiers partis. C'est-à-dire qui a cette... en tout cas, ce maillage territorial, à part bien sûr le RPT qui était un parti État et qui était assis depuis longtemps. Il y a le cas aussi. Je parle à l'époque, pas maintenant. À l'époque. Hein. Donc voilà, l'UFC peut rebondir si elle change de posture. Mais je crois que c'est la meilleure posture. Aujourd'hui, Gilles Christ a mûri avec l'âge. On ne commet pas les mêmes erreurs, même si ça lui coûte ce que ça va lui coûter. C'est l'amour de la patrie d'abord, et il a choisi de servir le bien public plutôt que son bien personnel. Merci beaucoup. Ce qu'on n'a jamais vu. D'accord. On va aborder un autre sujet, mais on va rester toujours sur le plan de la politique. Vous savez que les discussions politiques démarrées depuis le 19 février dernier sont au poids mort. La CEDEAO... lors de sa dernière réunion, enfin je vais parler beaucoup plus de la conférence des chefs d'État, lors de leur dernière réunion à Lomé, se sont quand même planchés un petit peu sur le cas togolais et ont quand même demandé au professeur Alpha Condé d'aider son collègue ghanéen, Nana Akufo-Addo, pour régler le problème et proposer quand même une sortie de solution... une solution de sortie beaucoup plus, voilà. Une solution de sortie beaucoup plus d'ici fin juin prochain, sauf que d'ici juin, bon, oui. On attend fin juin, c'est aussi juin. De toute façon, on attend de voir, mais depuis là, rien ne semble bouger véritablement.
Jusqu'à ces derniers jours, il est difficile pour l'opposition de pouvoir faire ses activités convenablement. Les manifestations publiques, même si on ne l'autorise pas formellement, est difficile de se dérouler dans des conditions que la coalition le pense. Aujourd'hui, c'est la société civile à qui il est difficile de faire des réunions, des meetings politiques. Le cas hier de APED, qu'on a empêché de tenir sa conférence de presse parce que cette association voulait quand même faire des propositions. Comment est-ce que vous analysez cette situation de refus systématique à la société civile de pouvoir manifester? On a récemment vu le cas de Togo Debout aussi. Olivier. Oui, non, mais c'est un peu difficile à comprendre personnellement parce que j'aurais bien aimé donc des explications officielles par un communiqué ou une sortie publique pour savoir ou apprécier les réelles motivations donc, de ces interdictions, parce que ce sont des associations, elles organisent des rencontres dans des lieux fermés. Donc, a priori, je crois qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, ces interventions, certainement, sont motivées donc, par des raisons. Mais ces raisons, en principe, en tant que journaliste, moi, j'aurais bien aimé les avoir de l'autorité publique afin de savoir si elles sont fondées ou non. Et maintenant, ce qui s'est passé, moi, j'estime que c'est regrettable parce que ça ne donne pas une bonne image en réalité de la démocratie. Ce qu'on a opposé hier aux responsables de la PED, c'est que leur association n'a pas de base légale. C'est ce qu'on leur oppose. Oui, c'est ce qui a été notifié aux responsables. Oui, mais c'est en tout cas le gendarme ou du moins le commandant. L'équipe, oui. Voilà, donc le commandant de l'équipe qui est arrivé qui l'a dit. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a aussi le ministère de l'administration publique et d'autres autorités qui sont mieux fondées dans l'administration territoriale plutôt, qui sont mieux fondées donc pour nous expliquer encore ce qui s'est passé. Sinon, je crois que ça ne participe pas donc au renforcement de l'état de droit et de la démocratie que nous voulons construire pour notre pays. Tchakala Aliro. Non, c'est tout à fait choquant, cette situation qui est en train de s'enraciner dans les manières du pouvoir. Et il y a quelques jours, quelques semaines, c'était Togo Debout qui a été systématiquement interdit de tenir des meetings. La dernière fois même, le groupe des 14 voulait aussi organiser 9 meetings. On a dû les confiner à 3 seulement. Et hier, c'était la PEDS, une association aussi vieille que notre balbutiante démocratie. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle est là. Même au moment du 5 octobre 90, cette association existait. On était étudiants et elle a participé à beaucoup de choses. Bon, j'estime que peut-être que le ministre Bayadou Pessi n'a pas apposé sa signature sur le récépissé, c'est pourquoi il ne reconnaît pas l'association. Mais je dis, mais c'est tout grave, c'est très grave. Et on dit que c'est le gendarme, le commandant qui était sur les lieux, qui a tenu ces propos que non, l'association n'a pas une base légale. Mais il a été dépêché par ses supérieurs. Et c'est sûr, on lui aurait dit des choses là-bas, et c'est ça qui n'a fait que répercuter. Donc ça veut dire qu'à un certain niveau, il ne s'est pas levé pour dire que non, la PED tient une conférence ici. Allons dire non, il a été instruit par ses supérieurs. Et le ministre de l'administration territoriale doit être au courant. Maintenant, pour essayer encore d'aggraver leur cas, on dit que non, on a pensé que la PED c'est l'association en aucun cas. Mais quel est ce cafouillage-là? Quel est ce cafouillage? On connaît bien Jean Degli, on connaît Jovi Gali, on connaît Maître Adjabon Zeus. On aurait pu nous dire qu'on ne veut pas entendre le contenu de ce qu'ils ont à déclarer. Et mieux, ça serait parce qu'on est hermétique à tout ce qui porterait estocade à une perception qu'on a de l'alternance et des réformes à faire. On ne veut pas entendre que voilà, tant. Vous voyez, surtout que la veille, d'après les informations que nous avions eues, il paraît que les propositions qui ont été faites par la PED ont été transmises. À qui de droit? C'est qu'à un certain niveau. Donc, au chef de l'État. Au chef de l'État. Donc, ça veut dire que le contenu est su par les premières autorités du pays. Donc,
on interdit peut-être ces gens-là que cela ne se brute dans la masse, alors qu'à cette heure d'éthique et tout ça là, est-ce qu'on peut avoir cette prétention-là de confiner les gens dans un carcan? Non, mais je crois qu'on aurait laissé ces gens-là tenir la conférence de presse, que ça ne ferait pas ce bruit-là et que le pouvoir même grandirait aux yeux de la masse. C'est des propositions qui ont été faites. Il y a des gens, des associations aussi qui parcourent le territoire national pour dire que le seul salut de sortie de crise, c'est le référendum, c'est de donner la parole. Mais ces gens, ça n'ont pas été taxés de ci et de ça. Mais voilà que des gens quand même responsables, des gens quand même dotés d'un bon sens, qui ont été au parfum de tout le parcours que le Togo a connu depuis les années 90, qui se sont retrouvés pour dire que non, nous avons un devoir, celui de proposer des pistes de sortie, et ils l'ont fait en toute et âme conscience, sans aucune pression et sérieux, et voilà que on les empêche quand même de rendre public. Et cela, je crois que cela concourt à cette répression des libertés individuelles collectives. La régression en matière de démocratie est en train de se faire net. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on aurait voulu que tout le monde regarde dans le même sens, que ces gens se la sortent pour dire que l'issue de la crise, c'est par le référendum ou bien c'est par la tenue des élections dans le délai constitutionnel et tout ça là. Mais quand on s'écarte de cette ligne directrice qu'on a tracée à un certain niveau, bon, on voit ces gens-là comme étant des parias, des gens étant des rebelles qu'il faut tout faire pour étouffer. Donc alors, c'est tout triste. Isidore. Non, c'est cocasse. J'arrive pas à croire. C'est du recul. Et pas plus tard que lundi, il y avait une association, CJD, qui a fait une conférence de presse et fait sa proposition sans qu'elle ne soit empêchée. Donc, c'est symptomatique de la fébrilité dont fait montre le pouvoir aujourd'hui. Quand il y a des propositions qui ne vont pas dans l'optique de leur vision de sortie de crise, alors il faut tout faire pour l'étouffer dans l'œuf. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Or, l'interdit attire. L'interdit attire. Et ce qui est grave, on a empêché aux journalistes... Justement, c'est la question. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport à ces étouffements, finalement, qu'on constate? Évidemment. Évidemment, c'est du recul. Et ce que je vais relever encore, ça, il faudrait que nos organisations de presse puissent se saisir de ça, de ce dossier, et interpeller l'autorité de droit. On a interdit aux journalistes d'avoir l'interview des gens. C'est pas normal. Ça, c'est la rétention d'informations, alors que la liberté d'expression est consacrée par notre constitution et l'accès à l'information est libre au Togo. Oui, bien sûr. Alors, si on fait fi de toutes ces dispositions, on veut nous faire croire que bon, nous sommes dans un état de droit, mais on a tout faux. C'est très grave. On recule, et ça, il va falloir que nous nous organisions pour arrêter ces genres de violations des droits de l'homme. C'est des violations des droits de l'homme. Ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, le pouvoir ne peut que s'en mordre les doigts. Hein. Mais pourquoi? Mais l'information est connue de tous. Non, mais de toute façon, avec la conférence de presse, on saura le contenu de la proposition de sortie de crise. Mais aujourd'hui, les radios l'ont diffusé. Mais ils n'ont rien. Bien sûr. Mais quel est le résultat? C'est ça qu'il faut se poser comme question. L'objectif visé n'est pas atteint. Ça s'est retourné contre eux. Et ça foisonne les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal. Et c'est du recul. Vous allez encore vous retrouver à Genève pour l'examen périodique universel. On va dire que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Mais Jean Degli n'est pas n'importe qui. Et Zeus n'est pas n'importe qui. Et Jovi Gali, mais on était au campus à l'université quand il avait organisé sa toute première conférence de presse. Donc, sa toute conférence publique, plutôt.
Comment appelle-t-on, au centre culturel américain. Bien avant les années 90. Et aujourd'hui, on va nous dire que bon, on ne connaît pas la PED. Et tantôt, on dit que bon, on l'a confondu à APED Togo de cette Matéli Clouvia qui est membre. C'est différent. Qui est membre. Parce qu'on a eu aussi ce son de cloche. Membre de Togo Debout. Membre de Togo Debout. C'est de là qu'est venue la confusion. Ah, c'est cette confusion dont on parle. Non. On parle d'APED Togo. APED Togo. Qui est membre de Togo Debout. Et qu'on avait empêché de faire une conférence publique à Centre communautaire de Baie la fois dernière. Mais, donc, le constat est clair. Il y a des citoyens de seconde zone au Togo. Il y a des citoyens à part entière et des citoyens entièrement à part. Ça, c'est la politique de 2 poids 2 mesures que nous ne pouvons pas accepter. Est-ce que ce n'est pas grave qu'il y ait deux citoyens dans une même république, Olivier Adia? Il y en a qui ont le droit de tout faire et il y en a visiblement qui n'ont pas le droit de tout faire. Mais vous allez répondre à la question après la pause. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse avec Olivier Adia, Isidore Akolor et Tchakala Alirou. Je vous ai posé une question, Olivier, avant la pause. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment finalement que dans ce pays, nous avons 2 citoyens? Isidore le disait, des citoyens à part et des citoyens entièrement à part. Non, mais si c'est... Est-ce que ce n'est pas dangereux? Oui, si c'est ce sentiment que nous, en tant que citoyens, nous avons, c'est dangereux. Parce que normalement, dans un état de droit, on ne peut pas avoir des citoyens à part entière et des citoyens entièrement à part. Bon, ça dépend de quel sujet dont on discute. C'est-à-dire, si c'est l'interdiction de ces manifestations... Non, on est dans ce dossier, vous savez. Oui, bien sûr. Si c'est l'interdiction de ces manifestations et que d'autres, on les laisse manifester, alors là, ça peut donner ce sentiment de citoyens à part entière. Maintenant, est-ce qu'on peut généraliser ce sentiment à d'autres secteurs, à d'autres domaines? Évidemment. Alors là, si on le généralise, c'est que c'est difficile ou c'est dangereux. Il y a la minorité là. Maintenant, non, je crois que maintenant, il y a des incidents qui sont ponctuels, qui ne peuvent pas servir d'élément d'appréciation de façon générale d'une situation donnée. Si c'est une situation ponctuelle sur laquelle on se base pour faire cette appréciation, je crois que c'est vite aller en besogne. Parce que je vais parlez donner un exemple. de situations ponctuelles ou de situations répétitives? Non, je dis ponctuelles parce que... Comment est-ce que vous définissez votre ponctualité là? Ça veut dire tout simplement que peut-être hier ou avant-hier, il y a une situation qui s'est passée avec la PET. Il y a quelques semaines ou quelques mois, il y a une situation qui s'est passée avec Togo Debout. Ça s'est répété avec Togo Debout? Oui, mais ça s'est répété à chaque fois. Chaque fois que les gens manifestent leur intention de tenir une réunion. Je ne refuse pas. Voilà. C'est-à-dire, mais ce sont des situations ponctuelles sur un parcours de 50 ans d'un pays, de 58 ans d'un pays. C'est-à-dire, c'est ce que moi j'ai défini comme ponctuel. Je me situe par rapport à la durée, au temps. Donc, du vivre ensemble, d'accord? Ça, c'est ponctuel. Maintenant, j'ai suivi aussi l'actualité en France où Éric Verfou, voilà, donc un ministre a été condamné la dernière fois pour évasion fiscale. Une évasion fiscale. Mais certains estimaient que c'est parce qu'il a été ministre qu'il n'a pas été condamné donc à une peine d'emprisonnement. Et en tout cas, ferme. Mais c'est avec sursis. Donc, voilà, c'est pour dire que sous d'autres cieux aussi, il y a ces appréciations. Maintenant, si c'est le sport favori que nous avons au Togo, ça serait dangereux pour la cohésion nationale, le vivre ensemble que nous voulons cultiver. Parce que je pose la question parce qu'aujourd'hui, quand on interroge les responsables de Togo Debout, d'ailleurs, qui ont une nouvelle manifestation, ils ont prévu organiser... ils sont inventifs finalement hein, sur le coup. Alors, il semble dire que quand il s'agit d'eux, c'est un refus systématique. Mais quand il s'agit d'autres, et il cite le nom d'une association, tout à l'heure Isidore a fait référence à ça, CJD, ben, vamos, la voie est libre. Oui, non, mais c'est vraiment, personnellement, ce n'est pas apprécié, ce n'est pas à encourager. C'est-à-dire, l'autorité ne peut pas faire 2 poids 2 mesures pour les mêmes
associations ou pour les mêmes raisons, Regroupement. sujets, regroupement, voilà. Donc ça, si c'est une, ce n'est pas, même si ça nous arrive, si ça m'arrive moi, à moi-même, je ne serai pas d'accord. Donc il faut le dire et il faut demander à l'autorité, certes, dans ces cas, de nous expliquer, de nous motiver les raisons et de nous convaincre. Dans le cas contraire, je crois que c'est deux poids, deux mesures. De l'arbitraire. Bien, très bien. Écoutez, la situation politique, on le disait, se trouve dans une situation finalement qui ne nous permet pas de voir véritablement le bout du tunnel. Le dialogue politique, il est latent finalement. On ne voit rien venir. La CEDEAO a demandé à ce qu'une situation, enfin un règlement soit vite convenu entre les acteurs. Visiblement, rien ne bouge. Isidore, est-ce qu'on pourra voir la fin de cette crise de sitôt où on attend les recommandations fermes ou les injonctions de la CEDEAO avant de bouger? Je crois que malheureusement, nous tendons vers cette hypothèse. Et ce n'est pas normal que le Togo, qui regorge de beaucoup de potentialités, puisse attendre des injonctions de la CEDEAO. Et ce n'est pas à l'honneur même du président sortant de la CEDEAO, Faure Gnassingbé. Et je pense que le peu de temps qui reste, il faut mettre ça à profit pour renouer les fils de dialogue et trouver une solution qui puisse satisfaire tout le monde. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, une exception dans la sous-région. Nous sommes devenus une curiosité et ça n'arrange pas le pays. Quand moi j'ai parcouru la fois dernière leur communiqué, la communiqué sanctionnant le Conseil des ministres, mais j'ai dit, mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour trouver des solutions à la crise? Vous reconnaissez que c'est la crise sociopolitique qui déteint sur l'économie. Mais vous voulez faire porter le chapeau à l'opposition. Est-ce que c'est l'opposition qui est aux affaires? Non. L'opposition n'est pas aux affaires. Vous dites que le pouvoir a la clé. À la clé, mais c'est le pouvoir qui est aux affaires, c'est le pouvoir qui doit rendre compte à sa population. Et tôt ou tard, l'histoire les rattrapera. Que telle année, vous n'avez pas pu faire ci, vous n'avez pas fait ça pour permettre à votre pays d'avancer. C'est Faure Gnassingbé qui est comptable vis-à-vis de l'histoire et non l'opposition. Oui, Tchakala. Non, les lignes semblent figées. Je dis semblent figées, mais apparemment, c'est pas figé. Ça bouge? Non, ça bouge. Mais de quel côté? Vous pensez que Alpha Condé et l'autre, la Nana Akufo-Addo, ont besoin encore de revenir ici? La C14 a demandé à voir le Nana Akufo-Addo la semaine passée. Ça n'a pas eu lieu, finalement, un problème d'agenda, sûrement, par rapport donc au président ghanéen. Peut-être cette lassitude qui ne dit pas son nom. Le confrère, je pense, quel magazine français, là, à l'aide du continent, avait révélé récemment que le président ghanéen même a envie de jeter l'éponge. Bon, ce qui a été vite démenti par les proches du président ghanéen. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette forme de lassitude qui se lie finalement dans les gestes, dans les faits de ces facilitateurs-là aujourd'hui? Non, ils n'ont pas besoin de s'adonner à fond, de faire beaucoup de bruit autour de la question togolaise. Ils connaissent le problème. Ils ont fait un diagnostic. Ils savent là où ça flanche. Ils savent là où on ne veut pas faire des pas quantitatifs et qualitatifs pour qu'on arrive à un dénouement heureux de la crise. Ils savent. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de venir, de prendre langue avec X ou Y. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu à faire avant le dernier sommet, ils sont suffisamment édifiés pour tirer les conclusions qui s'imposent. Mais apparemment au Togo, ça semble figé. Mais au niveau des médiateurs, je crois que ça bouge. Et ils vont nous proposer des choses qui vont nous permettre. Parce qu'à un moment, nous-mêmes, nous avions refusé d'arriver à bout d'une situation qui est en train de nous pénaliser. Mais il appartient à d'autres de le faire à notre place. Donc on va mettre le Togo absolument sous tutelle. L'antidote va nous être trouvé par d'autres. Et qu'on le veuille ou pas, on est obligé de le prendre.
bon gré, mal gré. Jusqu'à quand on va peut-être remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et quand on voit un peu au niveau de tous les camps, que ce soit au niveau du parti au pouvoir ou que ce soit au niveau de choses, ça semble figé parce que au niveau de l'opposition, on estime que les réformes doivent se faire et que ce petit mot en aucun cas doit être mis en bonne place quelque part. Et au niveau de choses, on est sur un juridisme que non, il n'y a pas de rétroactivité. Alors, mais c'est une question de morale et d'éthique après tout. La morale prend le dessus sur le juridisme que certains voudraient nous faire. Donc, je crois que quand certains ont failli en interne, d'autres, quand même, à l'extérieur, prendront leurs responsabilités pour nous imposer des trucs. Je crois que nous verrons le bout du tunnel, quoi qu'il en soit. Imposer quoi, par exemple? Que le président quitte le pouvoir? Non, non, mais... non. Il est en train de finir un mandat. Et peut-être son mandat court jusqu'en 2020. On peut nous trouver des mécanismes. Si tous les acteurs actuellement ne peuvent pas faire chose, ne peuvent pas arriver à opérer les réformes, il y aura un mécanisme qui va nous être imposé pour que ces réformes-là puissent être opérées. Donc je crois qu'on va évoluer. D'ailleurs, et les propositions de la PED, justement, je voulais qu'on la proposition même certaines de leurs propositions, en dehors du fait qu'ils demandent la libération totale et immédiate et sans condition de tous les détenus ou de tous les prisonniers politiques. Ils parlent également des réformes constitutionnelles et institutionnelles, et il faut les opérer de manière consensuelle, ont-ils dit, de préférence par voie parlementaire, et c'est l'autre difficulté du problème togolais. Ils parlent de la limitation du mandat présidentiel à 2 fois 5 ans avec la formule. En aucun cas, ils évoquent le réaménagement des prérogatives entre le président de la République et le Premier ministre, notamment en matière de nomination aux emplois civils et militaires. Ils parlent de la rénovation en profondeur du cadre électoral, y compris la Cour constitutionnelle, la restauration d'un véritable ministère de la Défense, ministère de la nationale, dirigé par une personnalité civile. Comme ça se passe. Et pour couronner le tout, ils disent qu'en vue de garantir la transparence et l'équité des prochaines consultations électorales, une instance internationale devra remplacer la CENI pour l'organisation et la supervision des locales, des législatives et de la présidentielle. Sans oublier la responsabilité du président de la République de se retirer. Oui, bien sûr. En 2020, il voulait que le président Faure Gnassingbé fasse quand même une déclaration solennelle en âme et conscience pour dire qu'il ne sera plus candidat en 2020. Est-ce que finalement, ce ne sont pas quand même des éléments qui corsent l'addition, on va dire, Olivier? Je donne la parole après à Isidore. Non, moi j'estime qu'il n'y a pas du nouveau dans ce qu'ils ont dit, puisque ce sont pratiquement les mêmes choses, à quelques exceptions près, que l'opposition dit depuis 10 mois. Et ce sont pratiquement les mêmes sujets qui sont sur la table du dialogue. Oui. Donc, et il n'y a pas de nouveau. Ils ne font que rappeler ce qui se dit déjà, et peut-être en prenant le parti d'un camp, puisqu'il y a 2 camps, et il y a des sujets... Ils ont pris parti pour un camp? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il y a des sujets qui sont portés par l'opposition, qui sont portés par la PED, c'est-à-dire dans ce qu'il dit. Oui. Au même moment, il y a des sujets qui divisent, c'est-à-dire le parti qui n'adhère pas, ou bien qui n'emporte pas plutôt l'adhésion du parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut analyser de façon à dire que APED a pris la proposition du parti au pouvoir et la proposition de l'opposition. Non, je ne crois pas du tout, parce que le parti au pouvoir, par exemple, quand on prend la question de la candidature du président de la République, oui. Le parti au pouvoir a une position claire et nette. Le parti au pouvoir n'a-t-il pas dit qu'il veut limiter le mandat? Oui, alors, mais c'est contenu dans la proposition. À partir de 2020, alors que la PED dit ici, la PED a bien dit que le chef de l'État doit faire une annonce qu'il ne se représentera plus. C'est-à-dire, ce qui divise aujourd'hui au dialogue, c'est que le parti au pouvoir est pour les réformes, la limitation du mandat, mais la question de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité. C'est pas la rétroactivité. Donc, se pose. Il y a aussi la question du petit mot, en aucun cas.
qui se pose et dont le parti au pouvoir... c'est ça qui vous fait dire que oui, bien sûr, a pris position pour l'opposition. Je ne dis pas, j'ai dit que ces propositions rejoignent pratiquement les propositions du parti et de l'opposition. Donc, ça veut dire qu'il a pris le parti de l'opposition. Et c'est normal parce qu'il défend des idées qui rejoignent celles défendues par l'opposition. Maintenant, ça veut dire tout simplement qu'en face, dans un dialogue, en face du pouvoir, la PED, s'il devrait être à la table, il devrait se retrouver dans le camp donc, qui défend cette proposition. C'est normal. Donc maintenant, donnons aussi l'occasion à ceux qui sont au pouvoir de nous dire quelle est leur appréciation. Et c'est ce qui se passe en réalité au dialogue. Et qu'est-ce qu'ils pensent. De toutes les façons, il y a des questions que la PED a soulevées qui bloquent au niveau du dialogue. Normalement, la PED devrait aussi nous aider à trouver une porte de sortie ou bien un compromis qui arrange tout le monde. Mais ils ne l'ont pas fait, malheureusement. Moi, je cherchais un arbitre dans... Ah, là, vous voyez qu'ils n'ont pas été arbitres. Absolument, ils n'ont pas été arbitres. Je cherchais un arbitre dans ce qui oppose le parti au pouvoir et l'opposition et qu'on trouve une ligne médiane, quelqu'un qui puisse nous trouver cette ligne-là. Elle serait la bienvenue. Sinon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous êtes déçu finalement de leur proposition. Moi, je ne m'attendais même pas à ces propositions pour dire que je suis déçu. Oui, mais dans la mesure où finalement, ils n'ont pas été arbitres. Si oui, ils n'ont pas été arbitres. Il faut être arbitre. Je n'ai pas d'appréciation parce que je suis indifférent. Mais vous analysez quand même. Oui, mais je suis indifférent. Donc vous appréciez à la fin. Oui, je suis indifférent. Isidore, avoir le charisme. Est-ce que finalement, APED a été un arbitre dans ce débat? Non, je ne saurais le dire. Non, mais comment est-ce que vous ne pouvez pas le dire? Non, juste, c'est que quand vous prenez la personnalité de ceux qui animent même cette association ou ceux qui ont fait la proposition, ce ne sont pas des novices sur l'échiquier politique. Vous prenez, comment appelle-t-on Non, pas Ajavozeus, c'est le doyen. Jovi Gali, c'est ceux qui ont œuvré dans des associations de défense des droits de l'homme, toutes ces choses-là. Ce n'est pas des gens à qui on va apprendre quelque chose concernant le Togo. Jean Degli était le rapporteur de la conférence nationale souveraine. Des gens qui ont un bagage et qui peuvent proposer quelque chose pour faire sortir le Togo de la crise et de manière, je dirais, qualitative. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Alors que quand vous dites que vous voulez faire une révision constitutionnelle, alors que c'est la loi fondamentale, et vous mettez ça en application sous éteignoir, mais là, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens de croire qu'on va faire les réformes et que ça n'aura pas un effet immédiat. Oui, mais il y a quand même une question. Je posais la question tout à l'heure à Olivier. Il le soulevait à peu près, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème entre deux partis. Oui. Il y a le troisième larron qui vient, qui dit qu'il veut vous départager d'une certaine façon. En tout cas, il propose des éléments sur lesquels on peut se pencher pour se sortir d'affaire. Il y a des normes requises. Si vous ne voulez pas suivre des normes, alors allez construire votre république ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels il ne peut pas y avoir de concessions possibles. Vous ne pouvez pas parler de révision constitutionnelle et mettre ça sous éteigneur à dire que ça ne peut pas avoir un effet immédiat. C'est ça la vraie question. L'article 158 qu'ils ont rajouté à leur proposition qui annule tout effet de mandat, mais c'est là où ça bloque. Et ce n'est pas logique. Il faut suivre une logique. Il y a des normes, universellement reconnues. Et les gens ne peuvent pas faire bon marché avec ces normes-là. Si vous voulez être singulier au Togo, alors restez singulier. D'accord, très bien. Tchakala, et puis on va passer à un autre sujet. Non, mais c'est qu'il y a des principes sur lesquels on ne saurait transiger. Mais faire plaisir à X ou Y et sacrifier la démocratie, les normes démocratiques, les principes de la démocratie, ça c'est ne pas servir à grand chose. Les gens vont refuser, ces beaux messieurs, ces responsables de la paix ont refusé de jouer un jeu hypocrite. Est-ce que c'est un jeu hypocrite, ils ont refusé de jouer? Est-ce que le bien, ce n'est pas de couper la poire en deux? Non, pourquoi? Il y a la norme, il y a le bon sens, il y a ce que la raison voudrait. Ils n'ont pas voulu s'écarter de ce bon sens et de cette raison-là. Ça c'est clair. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Donc c'est ça. Jouer à l'arbitre par rapport à quoi?
il y a quand même quelque chose qui peut consacrer la grandeur du pays. Au-delà des personnes, des individus, des petits calculs que nous faisons, mais ils nous ont mis la barre haute. Aujourd'hui, ceux-là qui disent que non, ils ont pris position seront les mêmes demain à applaudir par rapport à ces propositions pertinentes. Et depuis quelque temps même, il y a une certaine presse qui relaie ce qui nous attend avec la CEDEAO. Et cette partie de la presse semble être dans les secrets des dieux. Oui, mais apparemment, c'est des principes. C'est des principes. C'est que dans une entité, quand il y a une petite tache noire là, ça se fait ressentir. Est-ce qu'il faut laisser cette tache noire là grossir au point même de faire ombrage à la tache blanche qui dominait? Non, pas du tout. Vous savez, l'antidote, il est là. Les gens n'ont pas besoin d'aller sur les antennes, de faire des propositions qui satisfassent X ou Y pour avoir bonne conscience. Ils ont décidé que non, au regard de la crise, ils sont des citoyens, ils vivent la même situation que nous. Ils ont eu à prendre langue. Il y a des gens même qui ont fait les choses là, les gens de ceux-là qui disaient 70% des Togolais veulent choses là. Afrobaromètre a rendu chose. Même au sein même du pouvoir. Vous voyez, donc, du parti au pouvoir. La place n'est plus à l'hypocrisie. Il faut jouer à un jeu sincère. Quand on aime quelque chose, quand on aime un pays dans lequel on vit, quand on veut le meilleur pour ce pays-là, il faut, peu importe ce que cela, si la foudre va s'abattre sur vous, mais ayez le courage de dire la vérité. La vérité, ça a un prix. Si on ne le reconnaît pas aujourd'hui, la postérité vous le reconnaîtra demain. Non, mais moi, ce que je dis, en réalité, ce n'est pas qu'ils ont mal fait ou ils ont pris, voilà, donc ils ont bien fait. C'est pourquoi je dis, je suis indifférent, parce que ce qu'ils disent, on le sait déjà, ça a été déjà pris en compte par la coalition de l'opposition. Mais donc ils ont pris parti pour la coalition. Oui, c'est-à-dire ça rejoint. Et ce que la coalition dit, on ne dit pas que c'est mauvais ou c'est bon. Oui, on a deux camps qui s'affrontent. Et il y a un camp qui défend des points de vue. L'autre aussi défend ses points de vue. Donc aujourd'hui, la paix est venue. Mais c'est cette plus-value que l'association aurait pu apporter à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. C'est ça que moi je n'ai pas trouvé. C'est une appréciation personnelle. Peut-être que d'autres diront qu'ils ont envoyé quelque chose. Mais moi, c'est les débats qui ont cours depuis 10 mois qu'ils ont ramené au goût du jour. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait en tant que proposition intermédiaire? De toutes les façons, même s'il faut aller au-delà de cette appréciation, cette analyse, il faut dire que l'opposition, entre-temps, a fait des efforts en revoyant peut-être un peu à la baisse certaines de ses revendications au niveau du dialogue pour peut-être permettre l'évolution de la chose. D'accord? Donc ça, déjà, peut-être que ce sont des efforts. Même malgré ça, il y a encore des difficultés. Donc c'est ce que moi je dis. Je ne dis pas que la PET a fait des propositions qui sont mauvaises, qui sont bonnes. Il y a quelque chose à relever. Ils ont parlé même du régime politique dans leur proposition. Parce qu'on ne sait plus dans quel régime sommes-nous. Les Togolais avaient voté pour un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Oui, c'est selon. En fait, ils demandaient mais aujourd'hui, qu'on renforce la position du Premier ministre. Aujourd'hui, le Premier ministre est devenu le valet du coursier du président de la République. On ne sait plus qui fait quoi, qui préside le Conseil des ministres et autres là. Donc, il faut redonner force à ces choses-là. Donc, moi, je vois beaucoup de choses. Il y a des nouveautés dans ce qu'ils ont fait. Moi, je dis que ce sont des... Quand on parle du régime, ce sont des débats que nous avons toujours. Ce n'est pas nouveau ce qu'ils ont dit. Que ce soit sur le plan du régime, que ce soit sur le plan de tous. Des éléments de la crise, oui, ce sont des éléments de la crise. Ce sont des questions qui reviennent depuis 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil de la paix. Puisque ce sont des questions qui plombent notre marche vers la démocratie, il faut les remettre au goût du jour. Mais quand quelqu'un n'entend pas, il faut tout le temps taper fort. Et c'est ça. Et c'est ça qui a été fait. Mais vous voyez, il faudrait que nous copions un peu. Il y a certains jeunes qui se sont donné cette liberté-là de sortir pour demander au président nigérien
qui est en train de finir son deuxième mandat, que non. Mais ces jeunes ont été arrêtés. Alors qu'ici, nous sommes que 2020, c'est maintenant. Ils ont été arrêtés au Niger. Oui, ils ont été arrêtés au Niger. Même les affiches appelant l'autre là, le président Kabila. Oui. Qui pavoisait les rues de Kinshasa, que Kabila n'a qu'à, c'est leur candidat, il n'a qu'à se représenter. Mais il y a un acte qui a été pris par la municipalité pour demander à ce qu'on décolle les affiches. Donc ça veut dire qu'à un moment, on sait se désolidariser du mal. Tout ce qui viendrait à causer du tort à la démocratie. Vous pensez que l'autre là, Mamadou Issoufou, va se retrouver dans ce que ces jeunes imposteurs là sont sortis pour faire? Non. Donc c'est ça a été ferme. On ne transige pas sur les principes démocratiques. Vous parlez du Niger, donc on va sortir le débat du Togo. On a 5 minutes environ. Et parler un petit peu du Rwanda. Le Rwanda, parce que ces derniers jours, officiellement, publiquement, Emmanuel Macron, le président français, a quand même évoqué son soutien à la candidature rwandaise à la présidence donc, de l'OIF. On a écouté, on a lu d'ailleurs la tribune de Victor Topanou, le Béninois, qui dit que bon, c'est la fin de la francophonie. Comment est-ce que vous analysez ça, Olivier? La francophonie et le soutien d'Emmanuel Macron au Rwanda. Le Rwanda qui est sorti de la francophonie, le Rwanda, enfin je veux dire, qui n'a plus choisi le français comme langue première. En politique, il n'y a que des intérêts. Bon, pas en politique, mais dans les relations internationales, il n'y a que des intérêts. Et De Gaulle l'a si bien rappelé que donc, les États n'ont pas des amis, ils n'ont que des intérêts. Que Michael Jean ne croit pas, donc que c'est contre elle, en réalité, non. Mais c'est pour les intérêts de la France. On ne va pas rappeler l'histoire des relations entre la France et le Rwanda depuis 1994. Donc, Macron, je crois qu'il estime qu'en prenant ou en soutenant la candidate rwandaise, ça va réchauffer les relations entre son pays et le Rwanda. Et la France a sur sa conscience voilà, une culpabilité. Donc, dans le drame qui est arrivé au Rwanda en 1994. Donc, c'est un effort qu'il fait donc, pour se rapprocher du Rwanda. Malheureusement, cette dame est l'agneau sacrificiel qu'on doit mettre sur l'autel pour que voilà, donc, les relations puissent reprendre. Et c'est les raisons d'État, c'est les raisons diplomatiques qui motivent cela. On ne va pas pleurer donc, sur le sort de Michael Jean. Un outil politique finalement, la francophonie au service de la France. On le voit si bien, on le démontre si bien. C'est ce que j'ai toujours eu à dire et on me l'a reproché. Que non, c'est culturel, c'est pour tous les États francophones. Et voilà, et Macron vient de nous démontrer juste le contraire, que c'est un outil pour la promotion de la France et des intérêts, pour la défense des intérêts de la France. Et ce serait un coup dur. Je suis de ceux qui pensent que si la candidature de la Rwandaise passait, mais ce serait un coup fatal à la francophonie. Et nous n'allons plus nous retrouver dans cette francophonie. Voilà la situation. Bon, on attend de voir l'évolution et ça me conforte dans ma position que la francophonie ne sert pas aux pays africains. Tchakala. Non, Topanou, c'est... Pourtant, c'est un pays africain à qui on veut redonner. Non, même en dehors même de la langue française, et le Rwanda n'est pas un modèle démocratique. Oui, le Rwanda n'est pas un modèle démocratique. Le Rwanda est... Non, mais le développement... Le développement, moi je vais vous donner un exemple. Et la Russie s'est développée très longtemps. Ils ont eu... Mais c'est la démocratie avec Gorbatchev qui était venu. Et bien, puisque quand vous ne voulez pas donner le minimum de liberté aux gens, mais vous allez plomber. La Chine, c'est le tendon d'Achille de la Chine aussi. Vous verrez, avec l'évolution, mais la Chine va peut-être sombrer. Parce que vous ne voulez pas aller vers la démocratie, la liberté d'expression. Toutes ces choses-là, ça va vous rattraper du jour au lendemain. Yeah. Et sur ce plan-là, le Rwanda n'est pas un exemple à suivre. Non, la francophonie est une institution qui est porteuse d'un idéal. L'idéal ne s'arrête pas qu'au développement. S'il ne s'agissait que du développement, bon, on ne va pas créer au scandale par rapport aux propos de Macron qui soutient la dame Louise, la ministre des Affaires étrangères. Mais c'est
la démocratie et les libertés individuelles et collectives. Mais sur ce plan, le Rwanda n'est pas un modèle. Excusez, le Rwanda n'est pas un modèle. Le Rwanda en interne a étouffé l'opposition. Et même pire encore, le Rwanda poursuit en dehors des territoires nationaux les opposants pour les zigouiller. Donc sur ce plan-là, je crois qu'on est en train de consacrer le recul de la francophonie. On est en train de reculer. Mais, et puis, en vertu de quoi, vous voyez, ce soutien de Macron à la candidate rwandaise est en train même de diviser la classe politique française au niveau du Parti communiste et socialiste. Vous m'excusez? Oui. De temps enrhumé. Oui, bon, on ne se retrouve pas dans ce choix que le président français est en train d'opérer. Ça veut dire qu'on est en train d'ouvrir les vannes de l'incertitude par rapport à ces choses. Donc, l'universitaire béninois a tout trouvé. Il est peut-être, aujourd'hui, on ne lui donnera pas raison, mais demain, tout porte à croire que la francophonie serait en train de dire sa messe de requiem, parce que beaucoup de pays ne se retrouveront pas. Ces pays qui sont en train de faire des efforts en matière de démocratie ne vont pas se retrouver dans ce que le président demain, Macron... Si la France a un intérêt vis-à-vis du Ghana, la France peut soutenir la candidature du Ghana, malgré que le Ghana n'est pas comme français la langue officielle. Oui, et puis un président qui est venu et qui a mis le français sans dessus, sans dessous, dans son pays. Et même qui ne parle que français. Il a pris en aversion tout ce qui est français. Vous voyez les bras de fer tout le temps avec les rappels des ambassadeurs, les convocations. Donc, est-ce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un et sacrifier tous les pays qui ont accepté faire cette marche commune au sein de cette francophonie? Bon, Macron a parlé, mais est-ce que d'autres ne vont pas déjouer ce qui est en train de se faire? Oui, bon. Mais c'est malheureux parce que ça prouve aussi que la France décide au nom de ses intérêts. Au nom des membres, des pays membres de la francophonie. Parce que c'est normalement une élection démocratique. Donc, non, si la France. Mais au-delà de tout, il faut dire que, même si je dis que c'est une élection démocratique, mais les pays sont libres de voter quand même. Hein. Oui, ils sont libres de voter, mais ça se décide beaucoup plus en amont. Hein. Et dans toutes les élections, beaucoup de choses se décident en amont. Parce que Michael Jean aussi a été soutenu par la France. Ah oui, donc on sait comment elle aussi elle est arrivée. Donc je crois, mais il ne faut pas oublier que la francophonie ne regroupe pas que les pays francophones. Oui. La francophonie, c'est une organisation qui est aussi ouverte à d'autres pays qui ne sont pas forcément de langue française. Mais l'idéal démocratique qui sous-tend cette organisation va prendre un coup. Et je crois que la francophonie s'est inspirée du Commonwealth. Et Commonwealth n'hésite pas à renvoyer des gens, des pays des récalcitrants sur le thème des droits de l'homme. Et aujourd'hui, Macron ouvre cette boîte à Pandore. Je pense que c'est la fin de la francophonie. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup à Isidore Akolo. Je rappelle que vous êtes le patron du journal Actu Express dans les kiosques depuis hier. Vous avez évoqué justement la situation de crise politique au Togo. La coalition des 14 partis remobilise ses troupes pour des manifestations d'envergure. Et écrivez-vous, vous avez également évoqué la première convention nationale de l'ALC. Puis, les droits d'examen pour l'obtention du permis de conduire catégorie A1 sont désormais fixés à 5 000 francs CFA. Ah, ce sont des réformes finalement. Bon, très bien. Merci beaucoup Olivier Adia, merci Tchakala Alirou. Oui, merci Eric. Et puis, sympa coucou à mon cher Pépéa Kokou, mon ami de toujours. D'accord, très bien. Ah oui, mais moi aussi merci. Sympa coucou à mon cher ami Esao depuis la pratique de Yoto. Monsieur, merci beaucoup. Appelez-moi Saint-Rigato. À demain. 93.1 Taxi FM.